Mais ce Reprendre. Donc c'est une matinée assez difficile, mais qui est très importante pour bien comprendre l'infertilité, toutes les pathologies de l'infertilité. Et notamment, donc là, c'est un cours qui va porter surtout sur l'embryon et le développement de l'embryon. Qu'est-ce qui se passe sur cet embryon, comment il se développe vis-à-vis de son environnement. Et pour ça, on a la chance d'avoir Madame Duranton, qui est chercheuse à l'INRA et qui travaille spécifiquement sur ce sujet et qui va vous apporter quelques notions sur tout le développement embryonnaire avant son implantation et puis l'impact de l'environnement sur cet embryon. Donc, merci beaucoup pour ce cours. Merci pour votre introduction. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler d'embryons et d'embryons au stade très précoce dans la période préimplantatoire. Alors, la période préimplantatoire pour l'embryon de mammifère, ça paraît extrêmement simple sur le plan morphologique, puisque finalement, à partir des deux gamètes, l'ovocyte et le spermatozoïde, qui sont des cellules très différenciées, on forme à la fécondation ce qu'on appelle le zygote. Vous voyez ici au sein du cytoplasme les deux pronucléi parentaux qui sont donc les génomes apportés par chacun des gamètes. Et puis on a une succession de divisions à volume total constant qu'on appelle des divisions de clivage. Et les premières interactions entre ces premières cellules de l'embryon qu'on appelle des blastomères, les premières interactions entre les cellules commence à se mettre en place à partir du moment où on a atteint le stade morula et lors de la compaction en particulier. Chez la plupart des espèces de mammifères, mais pas chez toutes, la fin de la période préimplantatoire, le stade ultime avant que les interactions se mettent en place physiquement avec l'endomètre maternel, c'est le stade blastocyste. Alors ce stade blastocyste, il est caractérisé par le fait qu'on voit apparaître les premières cellules différenciées de l'organisme ici, qui sont ce trophectoderme, donc c'est un épithélium qui est un précurseur des annexes extra-embryonnaires, en particulier du placenta, et puis ici la masse cellulaire interne, qui sont l'ensemble des cellules pluripotentes de l'organisme à partir desquelles va se développer le fœtus. Alors morphologiquement, ça paraît extrêmement simple. Par contre, si on a un petit intérêt pour ce qui se passe d'un point de vue moléculaire pendant la période, c'est une période extrêmement complexe et au cours de laquelle tout change. Alors tout change pourquoi? D'abord parce que vous vous souvenez de vos cours de biologie de leur production et de différenciation des gamètes, que ce soit le gamète mâle ou le gamète femelle, en fin de gamétogénèse, ces deux cellules sont transcriptionnellement totalement inactives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de synthèse d'ARN messager à partir des génomes de ces cellules. Et il va falloir, au fur et à mesure du développement, procéder à une étape qu'on appelle l'activation transcriptionnelle du génome, c'est-à-dire rendre le génome de cet embryon, le génome nouvellement formé de cet embryon, apte à transcrire et à synthétiser et à transcrire l'information pour laquelle il code. Ça, c'est quelque chose qui se produit une seule fois dans la vie d'un individu, c'est au cours de ces stades de clivage, alors à différents moments selon les espèces. Alors là, ça y est, j'y arrive plus. Voilà, à différents moments selon les espèces, c'est au stade 2 cellules principalement chez la souris. En fait, on a des activités transcriptionnelles qui sont on met de plus en plus en évidence que la chose est extrêmement progressive. Avant qu'on ait donc les premiers transcrits fonctionnels synthétisés à partir du génome embryonnaire, l'embryon vit sur les informations que l'ovocyte a accumulées pendant l'ovogénèse, qui sont notamment les protéines et les transcrits maternels qui sont dégradés au fur et à mesure pendant la période. Et donc, ce ne sont pas exactement les mêmes transcrits qui sont resynthétisés. On a donc un changement de programme d'expression génique, ce qu'on appelle une reprogrammation génique.
Dans la même période, se met en place la biogénèse des mitochondries et on a des modifications du métabolisme embryonnaire qui sont très importantes pendant la période. Et puis, je vous en ai déjà parlé, l'établissement des premiers lignages, donc trophectoderme et masse cellulaire interne. Donc, c'est les toutes premières étapes de différenciation. Alors, il y a quelque chose sur lequel on va revenir et d'extrêmement important à prendre en considération lorsque l'on s'intéresse à cette période. Je vous ai dit, les cellules, les deux gamètes, ce sont des cellules très différenciées. Et évidemment, ça va de soi, le zygote, ici, l'embryon au stade d'une cellule, c'est une cellule qui a cette propriété d'être capable à elle seule, d'avoir la possibilité à elle seule de donner naissance, enfin de permettre le développement d'un organisme entier. C'est donc une cellule qui a la possibilité de tout donner. On appelle ça une cellule totipotente, d'accord? Et puis, au fur et à mesure du développement, ici, je vous ai parlé de cellules pluripotentes de la masse cellulaire interne, parce que si vous prenez ces cellules, elles ne sont déjà plus capables de se différencier en trophectoderme, par exemple. Donc, en fait, le développement, c'est une sorte de restriction du potentiel des cellules au fur et à mesure. Alors ici, on avait des cellules dont le potentiel était finalement très restreint puisqu'elles étaient hautement différenciées. Et ici, on repart à une cellule totipotente. Et ceci suppose ce que l'on appelle un changement global très important, une reprogrammation dite épigénétique. Alors, comme je ne savais pas exactement où vous en étiez en épigénétique, je me permets de faire un petit rappel. Je prie ceux qui sont au courant de bien vouloir m'excuser. Mais voilà, donc pour comprendre l'épigénétique, surtout au cours du développement, qu'est-ce qu'il faut bien avoir en tête? Je vous ai dit, le zygote est une cellule totipotente. Il a le génome de l'individu nouvellement formé. Et ce génome, c'est le même génome que vous allez retrouver évidemment dans toutes les cellules d'un organisme multicellulaire. Seulement, à partir de ce génome, ce ne sont pas selon les lignages, selon les tissus qui vont se différencier, ce ne sont évidemment pas les mêmes gènes qui vont s'exprimer. D'accord? Donc, à partir d'un seul génome, il faut trouver le moyen d'exprimer des programmes d'expression génique qui sont très différents. Et bon, il y a plus de 250 programmes d'expression génique. Et ça, comment ça se passe au cours du développement? Alors, ça, c'est une notion d'épigénétique. La première fois qu'on a entendu parler d'épigénétique en biologie, ça a été introduit par un biologiste, un généticien, Conrad Wadminton, dans les années 40, et il a conçu le développement comme ça, un petit peu. Imaginez qu'ici, on soit la cellule totipotente. Elle se trouve au tout début du développement, et puis elle va descendre au fur et à mesure dans ce paysage, en empruntant l'une ou l'autre, par exemple, des vallées. Et chacune de ces vallées peut représenter, par exemple, une voie de différenciation. Ici, mettons vers le trophectoderme, par exemple, pour prendre la toute première différenciation, et ici, vers la masse cellulaire interne. Voilà. Alors, évidemment, au fur et à mesure, la cellule, elle reçoit des signaux de son environnement, que ce soit des signaux de l'environnement, que ce soit des signaux de ses cellules voisines, et ces signaux vont l'amener à changer son programme d'expression génique, mais ensuite, ces cellules filles, une fois que la cellule s'est engagée dans une voie de différenciation, elle continue à se diviser pour former l'organisme multicellulaire. Et il est bien évident que les cellules filles, il est hors de question pour elles qu'elles passent d'une vallée à l'autre. Imaginez qu'une cellule, on soit dans la lignée, je ne sais pas moi, dans la lignée sanguine, et que tout d'un coup, suite à une division, les cellules filles se mettent à faire du muscle. On n'arriverait jamais à un organisme multicellulaire organisé comme sont tous les mammifères supérieurs. Bon. Donc, ce qui se passe en fait, c'est qu'une fois que la cellule a reçu et intégré des signaux qui l'engagent dans une voie de différenciation, eh bien, il y a ce qu'on appelle des marques épigénétiques qui viennent s'apposer sur le génome, qui ne touchent pas du tout à la séquence ATGC du génome, mais qui viennent se superposer à cette séquence pour indiquer que ce sera tel gène qui, dans les cellules filles, devront continuer à s'exprimer et d'autres qui devront continuer, par exemple, à être réprimés. D'où l'importance de l'épigénétique en termes de développement, parce que c'est ce qui permet finalement le maintien d'une lignée en cours de différenciation. Alors évidemment, ça veut dire que les marques qui ont été apposées au niveau moléculaire, il faut qu'elles soient héritables au cours des divisions cellulaires. Sinon, tout mon discours tombe à l'eau, bien évidemment. Ensuite, ça c'est vrai pour toutes les cellules de l'organisme, sauf que lorsqu'on est dans un organisme qui a une reproduction sexuée, lorsque vous arrivez aux gamètes, le devenir des gamètes, c'est pas de se diviser, de donner des cellules filles qui soient dans la même voie de différenciation.
c'est justement au contraire ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est-à-dire après la fécondation, de se trouver dans un cytoplasme extrêmement particulier, qui est le cytoplasme ovocytaire, et là, de voir leur génome suffisamment remanié, notamment en termes épigénétiques, pour que tout soit à nouveau possible, qu'on revienne à un état dit totipotent. D'accord? Et ça suppose évidemment que dans les gamètes, alors il y a des phénomènes de reprogrammation épigénétique pendant la gamétogénèse, mais au tout début du développement embryonnaire, ça suppose que vous soyez capable d'effacer ce qui était propre à la lignée, au spermatozoïde ou à l'ovocyte d'un point de vue épigénétique. Donc, la période de développement préimplantatoire que l'on vient de voir, c'est une période dans laquelle on a une reprogrammation, mais c'est un tsunami épigénétique par rapport à toutes les autres modifications épigénétiques dont vous entendez parler en termes de pathologie, en termes d'effet de l'environnement, c'est en termes d'intensité des modifications, c'est quelque chose d'absolument énorme qui se produit au début du développement parce qu'il faut effacer ce qui a été apposé pendant les gamétogénèses. Donc vous voyez ici, en fait, ici on représente le cycle de la méthylation de l'ADN. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est une des marques épigénétiques possibles. Et vous voyez que au cours de la vie d'un individu, alors je vais avoir un peu de mal avec mon pointeur, au cours de la vie d'un individu. Donc, il y a deux grandes phases de reprogrammation épigénétique intense qui se traduisent ici par une déméthylation de l'ADN. C'est au cours de la formation dans des cellules germinales primordiales où il y a une diminution globale, un effacement, on peut dire un effacement des marques de méthylation qui avaient été apposées précédemment. Et puis, au cours des gamétogénèses, alors mâle ou femelle, on a une réapposition de ces marques puisqu'on est en cours de différenciation d'une cellule finalement. Donc, il y a une apposition de marques épigénétiques. Et pour la période qui nous intéresse, à partir de la fécondation jusqu'au stade blastocyste ici, on est dans une période d'effacement global, justement, des marques épigénétiques qui avaient été apposées sur le génome du spermatozoïde et de l'ovocyte, de façon à réacquérir des cellules totipotentes qui vont pouvoir recommencer à s'engager dans les différentes voies de différenciation. Et alors, en fait, à partir du stade blastocyste, bien sûr, ce sont les premières différenciations. Et ensuite, au cours des différenciations ultérieures, au fur et à mesure, on a apposition de nouvelles marques qui viennent constituer des barrières à un retour en arrière dans la différenciation. D'accord? Donc, si on conçoit l'épigénétique comme ça, on va bien comprendre que la période du développement préimplantatoire est une période extrêmement particulière parce qu'on est en période d'effacement de ces marques pour pouvoir en réapposer d'autres à partir des premières différenciations ici. Alors, bon, à partir de là, il y a une définition de la science de toute la science qui se fait autour de l'épigénétique, que je vous laisse ici, vous la méditerez. Hein, c'est l'étude des changements dans les fonctions des gènes ou des génomes qui sont héritables lors de la mitose, ça c'est indispensable, je vous l'ai expliqué, et ou de la méiose. Alors certaines marques épigénétiques restent héritables au cours de la méiose, et donc ça va être un vecteur de transmission entre générations d'effets épigénétiques qui auraient pu toucher la première génération et être transmis à la suivante. Bon. Mais ça n'est pas l'ensemble des marques, hein, c'est relatif, voilà, en nombre de marques, c'est ce qui reste à travers la méiose, c'est très vraisemblablement très peu important, alors pas qualitativement, mais quantitativement. Alors évidemment, ce sont des marques qui ne modifient pas la séquence nucléotidique de l'ADN, et donc elles sont héritables même en absence du facteur à l'origine de ce changement. C'est-à-dire une différenciation, une cellule s'est engagée dans une voie de différenciation parce qu'elle a reçu par exemple un signal de ses cellules voisines. Bien entendu, dans les générations cellulaires ultérieures, il n'y a plus ce signal. Mais c'est justement les barrières épigénétiques à poser qui permettent qu'il y ait mémorisation en quelque sorte du programme d'expression génique qui a été enclenché par ce signal. Alors, au niveau moléculaire, comment ça se passe, ces marques épigénétiques? Eh bien, il faut se souvenir donc que le double brin d'ADN, il n'est pas nu dans le noyau. Hein. Si ici, il est représenté en noir, eh bien, il est d'abord compacté autour des nucléosomes qui sont ces octamères d'histone, ici représentés par de délicieuses couleurs. Et ensuite, que cette fibre de chromatine ici est elle-même, donc vous voyez, il y a une compaction de l'ordre de 35 fois déjà en volume de la fibre d'ADN par cet enroulement en nucléosome, et que cette fibre de chromatine elle-même est ensuite compactée par des en ordre supérieur, puisque pour que ça tienne dans un noyau, on estime qu'il faut une compaction de l'ordre de environ 400 000 fois.
Donc, cette chromatine, elle est organisée dans l'espace et les marques épigénétiques contribuent à modifier son organisation sans toucher à la séquence d'ADN. Voilà, vous avez ici une représentation. Alors, quels sont les mécanismes épigénétiques au niveau moléculaire des facteurs de remodelage de la chromatine, des variants des histones qui constituent les octamères d'histones, les ARN non codants. Les histones elles-mêmes peuvent être modifiées, donc ce sont des protéines, ces histones, elles peuvent être modifiées au niveau post-traductionnel et j'en ai déjà parlé, on va voir ce que c'est, la méthylation de l'ADN lui-même, qui est une modification covalente, principalement portée sur les cytosines de l'ADN. Alors voilà, vous pouvez imaginer que votre chromatine, elle est soit sous forme, on pourrait dire ouverte ou accessible, donc elle va pouvoir être transcrite parce que sa conformation tridimensionnelle laisse les facteurs de transcription avoir un accès aux séquences régulatrices des gènes, ou bien au contraire, si on a compacté dans une région donnée la chromatine par différents facteurs épigénétiques, eh bien, cette fibre de nucléosome se trouve extrêmement compactée et spatialement, il n'y a plus accès aux facteurs de transcription. D'accord? Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, donc la méthylation de l'ADN, comment ça se passe? C'est pas tout à fait ce que j'attendais, voilà, excusez-moi. Donc la méthylation de l'ADN, pareil, elle contribue à fermer la chromatine, comme vous le voyez ici, lorsque on a des régions, retenez ça globalement, hein, c'est simplifié, mais globalement, vous pouvez retenir que, en général, les régions très méthylées sont des régions de chromatine fermées, inaccessibles aux facteurs de transcription, alors qu'au contraire, dans des régions qui sont déméthylées, on a tendance à avoir une ouverture de la chromatine et donc une possibilité d'expression des gènes. Ah ben j'ai pas ma. Ah, je suis désolée, j'ai une diapo qui a sauté là. Ah ben si, là voilà. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer ce que c'est que ce qu'on appelle la méthylation de l'ADN. Donc vous voyez ici, vous voyez, c'est l'ajout d'un groupement méthyle ici sur la cytosine. Et on a donc une méthylcytosine, c'est vraiment une modification covalente des bases de l'ADN. Hein, c'est la seule modification épigénétique qui modifie chimiquement l'ADN. Évidemment, c'est réversible. Alors, là, j'ai un petit problème d'animation. Alors, autre possibilité de modification épigénétique, c'est ce qu'on appelle les modifications post-traductionnelles des histones. Donc là, vous imaginez que vous avez l'octamère d'histones avec la double hélice d'ADN ici représentée comme ça. Et ces histones, ce sont des protéines qui ont des extrémités C-terminales qui se trouvent en quelque sorte sortir de l'octamère. Et lorsque on a des modifications post-traductionnelles portées par ces extrémités des histones, eh bien, on vient modifier l'interaction entre l'octamère d'histone et la fibre d'ADN et on rend cette interaction plus ou moins lâche. Et donc, à nouveau, le résultat en est une accessibilité plus ou moins importante de l'ADN aux facteurs de transcription. Voilà. Alors, globalement, on a une véritable balance entre ce qui contribue à réprimer l'expression ou à permettre, au contraire, l'activation de la transcription avec des marques d'histones qui sont différentes. Et il y a on en est arrivé à la notion d'un code des histones, mais je crois qu'à l'heure actuelle, on a plusieurs dizaines, voire même peut-être une trentaine au moins de modifications d'histones qui ont été repérées et dont les rôles sont plus ou moins étudiés. Alors, vous entendez souvent parler d'épigénétique quand il y a eu des effets de l'environnement et quand ces effets de l'environnement ont des effets à long terme. On vous dit, voilà, c'est passé, il y a eu des modifications épigénétiques, ça a des effets à long terme. Alors, effets à long terme parce que transmissibles au cours des mitoses, ça vous avez bien compris. Et ensuite, comment peut-on imaginer que l'environnement dans lequel se trouve une cellule va avoir un effet sur les modifications épigénétiques, sur la structuration de la chromatine? Alors, je ne prétends pas tout vous répondre intégralement à cette question, mais il faut avoir bien conscience d'une chose, c'est que les marques épigénétiques, que ce soit la modification de l'ADN, donc par méthylation, ou que ce soit les modifications des histones, on a des acétylations des histones, on a des méthylations des histones, et bien toutes ces marques, pour être apposées, utilisent des substrats qui sont des substrats du métabolisme tout à fait commun de la cellule. Pour acétyler une histone, le donneur de groupement acétyl, c'est l'acétylcoenzymat, tout bêtement. Pour venir méthyler, que ce soit des histones ou de l'ADN, eh bien, on a besoin de la S-adénosylméthionine ici, qui est un produit du cycle des folates et du cycle de la méthionine dans la cellule. Et donc, si vous modifiez l'environnement dans lequel se trouve cette cellule, par le biais de modifications légères ou importantes
du métabolisme cellulaire vous fournissez, enfin, se trouvent disponibles en plus ou moins grande quantité les substrats et les cofacteurs des enzymes qui viennent apposer les marques épigénétiques. D'accord? Donc il y a un rapport étroit qui est de plus en plus étudié, c'est ce qu'on appelle la métabolo-épigénétique, entre le métabolisme cellulaire et l'apposition possible ou les modifications des marques épigénétiques. C'est un peu par ce biais que l'on peut imaginer que les effets de l'environnement de la cellule ont l'environnement métabolique justement de la cellule, comme on va le voir, peuvent avoir des effets de modification épigénétique. Voilà. Voilà. Alors, je vous ai parlé d'environnement et d'embryon préimplantatoire. Donc, quel est l'environnement, j'allais dire, naturel de l'embryon préimplantatoire de la période périconceptionnelle. Ce qu'on appelle période périconceptionnelle, c'est la fin de la maturation des gamètes et le développement préimplantatoire. Et bien évidemment, c'est pour l'ovocyte le fluide folliculaire. Oh là, pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça devient blanc? Oh là, ça fait peur ça. C'est évidemment le fluide folliculaire au sein du follicule. Et puis ensuite pendant... J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Bon, ensuite, donc pendant la migration, la descente dans l'oviducte, merci, excusez-moi, merci. Voilà, ensuite, à partir de l'ovulation, eh bien évidemment, l'environnement naturel, c'est le fluide oviductal, et puis à partir du stade morula blastocyste, selon les espèces, l'arrivée dans l'utérus, donc le fluide utérin. Alors, ces différents fluides, que ce soit le fluide folliculaire, le fluide oviductal ou le fluide utérin, eh bien, on sait que ce sont des fluides qui sont sensibles à l'état physiopathologique de la mère, c'est-à-dire dont la composition varie avec la physiologie maternelle, voire même avec le régime alimentaire maternel. Alors attendez, j'ai été trop vite, voilà. Donc on sait, on a des évidences, et je vous en ai mis quelques-unes ici. Vous avez ici des quantifications de différents acides, de différents lipides dans les fluides folliculaires de femmes, soit de normaux pondérés, soit obèses. Et vous voyez notamment que pour les acides gras non estérifiés, ici, on a des variations significatives. Il y a une augmentation dans le fluide folliculaire de ces composés lorsqu'on est en présence de femmes présentant un phénomène d'obésité. Bon, autre chose ici, donc ça c'est pour le fluide folliculaire. Autre mise en évidence ici, ce sont des études qui ont été faites chez la souris lorsque l'on soumet les mères à un régime hypoprotéique. Eh bien, on a des variations, des compositions en acides aminés du fluide utérin cette fois-ci. Donc, vous voyez, c'est pas rien que de dire que la physiopathologie maternelle a un impact sur la composition des fluides dans lesquels l'embryon va se développer. D'accord? Alors, donc, on sait maintenant, et c'est ce que je vais vous montrer par quelques exemples ensuite. Pourquoi je dis maintenant? On sait depuis une bonne dizaine d'années maintenant que les conditions d'environnement de cette période préimplantatoire ont des effets et peuvent avoir des effets relativement importants sur le phénotype de l'individu qui va naître. Alors, pourquoi je dis c'est relativement récent? Parce que dans la plupart des espèces de mammifères sur lesquelles on a mis suffisamment d'efforts pour obtenir le résultat, on a réussi à obtenir des naissances de petits à partir d'embryons qu'on avait fait développer in vitro. Et ça laissait en arrière-pensée, sans que ce soit clairement exprimé, le concept selon lequel finalement cet embryon, tant qu'il n'avait pas de contact, tant qu'il n'était pas implanté, il se contentait un peu d'environnements très variés et il se débrouillait, et puisqu'il y avait des petits qui naissaient, tout allait bien. Bon. Et en fait, vous allez voir que quand on s'intéresse plus finement au phénotype des individus qui va naître, eh bien, on retrouve des traces de l'environnement dans lequel se sont déroulées les premières étapes du développement. Voilà. Et ça, je vais vous montrer les expériences qui ont permis de le faire. Alors, ça, je prends quelques exemples. Ça, c'est pas l'expérience Princept, mais c'est un modèle que l'on a développé au laboratoire avec Pascal Chavat-Palmer, qui souhaitait, dans un modèle animal, chez la lapine en l'occurrence,
comment obtenir un environnement pendant la gestation qui soit relativement proche de ce qui se passerait en cas de diabète chez la femme. Bon, alors on sait que chez la femme, mais ça vous le savez mieux que moi, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus, le diabète peut entraîner une baisse de la fertilité, des risques de fausses couches, etc. Bon, ça c'est votre domaine de prédilection, c'est pas le mien. Mais voilà que quand on s'intéresse donc à ce modèle de Lapine, décidément. Voyez ici qu'on a induit chez ces lapines, alors là on y va carrément, hein, on traite à l'alloxane, ce qui détruit les cellules pancréatiques, et donc on a une perte d'insuline et on développe une hyperglycémie. Donc cette hyperglycémie, bon, on la modère quand même avec des injections 2 fois par jour d'insuline, hein, donc le modèle n'est pas absolument comment ça se fait? Sur quoi j'appuie là où il faudrait? Ah, d'accord. Ok, merci. Donc voilà. Donc ce qu'on est capable de faire une fois qu'on a induit donc cette hyperglycémie chez la lapine, vous voyez, c'est on vient faire au bout de 10 jours, on accouple la lapine et on regarde, on va étudier à différents stades ce qui se passe pour l'embryon. Alors les différents stades étudiés sont soit le stade blastocyste ici, c'est-à-dire qu'on prend après 4 jours après l'accouplement, décidément. 4 jours après l'accouplement, on récupère les embryons au stade blastocyste et on les transfère dans des lapines normoglycémiques. Et évidemment, on a les embryons contrôle issus de lapines normoglycémiques que l'on transfère également. Comme ça, on est sûr d'avoir un bon contrôle. On a l'effet transfert dans les deux cas de figure. D'autres études peuvent être menées sur le blastocyste de lapin un peu plus tardivement, donc 48 heures plus tard. Là, on est en cours de gastrulation chez la lapine. Et puis, d'autres types d'études, ben, évidemment, c'est de s'intéresser à ce qui se passe juste avant la naissance, à jour 28. Donc, on euthanasie les lapines de façon à être sûr de pouvoir récupérer les couples fœtus-placenta et à pouvoir analyser les fœtus correspondant bien au placenta. La gestation chez la lapine, ça dure une trentaine de jours. Voilà, donc 3 stades au cours desquels on peut faire les différentes analyses. Alors, pour l'analyse des embryons à jour 6, donc ça, ce sont des collègues allemands qui ont développé ces analyses sur ce modèle. Et vous voyez qu'ils se sont ici intéressés aux concentrations plasmatiques donc chez la mère ou dans le fluide du blastocèle, c'est-à-dire dans la cavité blastocélique, la composition du fluide de ce blastocèle en fonction de l'état de la mère, non diabétique ou diabétique. Et vous voyez qu'on a bien une modification clairement de l'environnement de l'embryon qui se retrouve dans la composition même du fluide blastocélique avec une augmentation de certains composés, alors qui ne se fait pas exactement dans les mêmes proportions que dans le plasma maternel, mais néanmoins que on retrouve des modifications de cet environnement. Lorsque l'on regarde donc le blastocyste à jour 6, donc je vous ai dit, on est chez la lapine en cours de gastrulation, donc on est capable d'identifier différents stades de gastrulation ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc le stade 1, le stade 2, le stade 3, on observe un retard de développement. Vous voyez la proportion d'embryons qui seraient au stade 1 dans une lapine normale, au stade 2 et au stade 3, et vous voyez en noir dans le cas des lapines diabétiques que l'on a une diminution de la proportion d'embryons ayant atteint le stade 2 ici, d'initiation de gastrulation donc, et alors qu'ils sont principalement restés, ça s'explique principalement par le fait que les embryons sont restés au stade 1. Donc on a un retard de développement déjà à jour 6. On a ce même retard qui est marqué d'une autre manière par le fait qu'on a une altération de l'expression de gènes marqueurs du mésoderme, qui évidemment est le feuillet qui se forme lors de la gastrulation, et une augmentation de l'apoptose au sein des blastocystes. Donc on a bien un effet sur le développement très précoce, comme vous le voyez ici. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder ce qui se passe lorsqu'on a prélevé dans ces deux environnements, soit l'environnement contrôle, soit l'environnement hyperglycémique, lorsqu'on a prélevé les blastocystes dès jour 4 et qu'on les transfère dans des lapines contrôle normales. C'est-à-dire que finalement, la perturbation environnementale, elle a touché la fin de l'ovogénèse, les 10 derniers jours, d'accord, et les 4 jours post-fécondation, ils mènent de la fécondation au stade blastocyste. Et là, on s'intéresse au fœtus à jour 28, et donc on s'intéresse à quantifier, ici, dans les conceptus contrôle ou dans les conceptus
diabétique, et vous avez ici rapporté uniquement les valeurs qui ont été quantifiées qui sont significativement différentes. Les concentrations de glucose plasmatique, de triglycérides plasmatiques, de cholestérol, et vous voyez, donc ça c'est dans le sang fœtal, hein, dans le plasma fœtal. Et ici vous voyez les modifications de poids du fœtus avec une réduction du poids du fœtus dans les conceptus issus de blastocystes développés en environnement qui miment cet effet diabétique. Poids du cœur, poids du rein, poids du placenta et évidemment ratio fœtus sur placenta qui vient nous donner une indication de l'efficacité placentaire. Lorsque l'on s'intéresse, donc vous voyez qu'on a donc un effet à long terme, puisque vous avez des fœtus qui naissent plus petits. Lorsque l'on s'intéresse au poids du placenta, ce poids du placenta est également restreint. Et lorsqu'on fait l'histologie placentaire et qu'on regarde le volume relatif des vaisseaux fœtaux dans ce placenta, on voit que ce volume est restreint par rapport au placenta des embryons contrôle. Je vous rappelle qu'ici, on a transféré les blastocystes dans un environnement normal à jour 4. Autrement dit, vous voyez à jour 28 les effets de quelque chose qui s'est produit pendant la période fin d'ovogénèse, développement jusqu'au stade blastocyste. D'accord? Bon, donc, il y a bien des effets à long terme. Il y a vraisemblablement eu un enregistrement par le blastocyste des modifications de son environnement et évidemment, ça a eu des effets sur le développement ultérieur. Alors là, ici, c'est pour vous montrer également donc, que dans ces placentas, dans les placentas de ces conceptus, on a des régulations d'expression génique. En particulier, vous voyez ici, une diminution de transporteurs de lipides, une augmentation des récepteurs nucléaires aux lipides et une augmentation de certains transporteurs, une augmentation d'expression de certains transporteurs de glucose ou d'acides aminés. Et de façon également très intéressante, on voit lorsque l'on s'intéresse à la signature en acide gras plasmatique des membranes dans le foie, des membranes cellulaires dans le foie et le placenta. Vous voyez ici des résultats d'analyse globale de la composition en acide gras de ces membranes. Et vous voyez en noir les individus contrôle et en rouge les individus diabétiques. Alors peu importe sur quel acide gras ça porte, ça c'est pas grave pour notre propos ici. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que vous avez très clairement les deux populations qui s'égrègent et donc il y a une signature au niveau de la composition en acide gras des membranes cellulaires du placenta d'une part, du foie d'autre part. Il y a une signature de l'environnement qu'a subi l'embryon au tout début de son développement. Voilà. Alors ça, c'était un premier exemple qui vous montrait l'effet d'une exposition pendant la fin de l'ovogénèse et la période préimplantatoire. Si on veut maintenant ici un exemple de l'effet sur l'ovocyte lui-même, eh bien, on peut prendre le cas par exemple de l'obésité maternelle. Alors l'obésité maternelle chez la femme, on sait que ça a un effet sur la qualité des blastocystes produits qui ont un moindre potentiel au développement. On sait aussi que ça peut entraîner des fausses couches précoces, des anomalies congénitales et un risque de syndrome métabolique chez les descendants. Et on a des modèles murins. Alors l'avantage, oui, on a des modèles murins qui présentent, dans lesquels les ovocytes, lorsque la souris est obèse, comme vous voyez ici, présentent une accumulation de lipides dans le cytoplasme, des marqueurs, une expression forte de marqueurs de stress du réticulum endoplasmique, des modifications de la structure et de la fonction des mitochondries, des marques de stress oxydant, et ces ovocytes donnent naissance à des petits qui sont de poids réduit à la naissance et qui ensuite ont une croissance de rattrapage et qui vont développer une adiposité et une intolérance au glucose par la suite. Alors là aussi, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ça, c'est ce que vous avez dans le cas si vous accouplez des souris obèses, donc si l'environnement est perturbé pendant toute la gestation. Mais comme tout à l'heure, pour les blastocystes de lapin, le fait intéressant pour notre propos ici, c'est de se rendre compte que le même phénotype est observé lorsque on transfère les blastocystes, les embryons au stade blastocyste, dans des receveuses contrôle. Donc, à nouveau, ça nous montre que la période ovogénèse jusqu'au stade blastocyste a eu des conséquences et suffisantes. Donc, ça veut dire que l'environnement de l'embryon a modifié cet embryon,
Mais ça veut dire ensuite que quand on revient dans un environnement normal, on n'est plus capable de corriger. D'accord? D'accord? Et ça, c'est extrêmement important à prendre en considération. Voilà. Donc ici, c'est pour le blastocyste. Et vous voyez ici les résultats dans le même type de modèle de souris obèse. Les résultats des poids et des longueurs, enfin des tailles des fœtus, comme vous le voyez ici, observez, cette fois-ci après transfert du zygote. C'est-à-dire que vous n'avez eu que l'ovogénèse qui a été soumise à la modification d'environnement, d'accord? Et donc là, ça vous montre, vous avez ici le rapport les résultats en termes de longueur des fœtus, voilà, pour les souris qui ont été soumises à un régime high fat diet et les souris soumises à un régime contrôle. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une programmation déjà de l'ovocyte, d'accord? Tout à l'heure, on a vu l'ovocyte et jusqu'au stade blastocyste. Cette fois-ci, si on transfère le zygote, ça veut dire que l'ovocyte, l'ovogénèse, c'est bien une fenêtre de sensibilité à l'environnement. Et ce qu'il y a d'assez intéressant dans cette étude, ceux qui sont passionnés par ça pourront aller voir, c'est une très jolie étude dans laquelle ils ont en fait montré qu'ils sont allés vraiment au niveau moléculaire voir quelles étaient les différences entre les ovocytes issus de souris qui avaient un régime standard ou au contraire high fat diet. Et ils ont pu détecter une protéine qui était beaucoup moins présente dans les ovocytes issus de souris soumis au régime hypergras. Et cette protéine est impliquée dans les remaniements épigénétiques qui ont lieu au stade zygote. Et en fait, ce qu'ils ont montré, que les déméthylations de l'ADN des génomes parentaux, qui se font de façon asymétrique, c'est-à-dire beaucoup plus rapide normalement sur le génome paternel que sur le génome maternel, dans le cas de ces zygotes, la déméthylation se fait à la même vitesse dans les deux génomes parentaux. Donc on voit un effet de la déplétion de cette protéine maternelle dans l'ovocyte sur la dynamique des modifications épigénétiques au cours de la période, vraiment au tout début de la période préimplantatoire. Et l'étude est assez jolie parce qu'ils ont montré qu'en réinjectant la protéine dans ces ovocytes, ils rétablissaient la dynamique de déméthylation des génomes parentaux. Donc là, on a un lien. Alors pourquoi est-ce que la protéine Stella est moins présente en présence d'un régime hypergras? Ça, pour l'instant, les auteurs ne le savent pas, mais en tous les cas, ils ont pu établir le lien de cause à effet entre la quantité de protéines présentes et cette dynamique de déméthylation des génomes. Donc l'ovocyte, période sensible. Je vous ai dit, période préimplantatoire, période sensible, et voilà l'expérience Princeps qui a donc été menée dans les années 2008 par des collègues anglais qui ont fait une très jolie expérience, cette fois-ci pour montrer que la période fécondation stade blastocyste est une fenêtre de programmation importante et de sensibilité à l'environnement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des souris et ils les ont soumises à un régime réduit de moitié dans leur teneur en protéines. D'accord? C'est ce qu'on appelle le régime LPD pour low protein diet. Alors, on peut réduire de moitié à partir de la fécondation et pendant toute la gestation, ou bien on peut réduire de moitié seulement pendant la période fécondation, jour 3,5, et jour 3,5, c'est le stade blastocyste chez la souris. D'accord? Donc vous avez une réduction de moitié de la teneur en protéines du régime maternel. Par ailleurs, les régimes sont isocaloriques. Alors, qu'est-ce qu'ils ont montré? Alors, c'est vraiment une très jolie étude. L'étude se poursuit à l'heure actuelle et ils investiguent systématiquement tous les effets que peut avoir cette réduction. Alors, d'abord, ils ont montré qu'il y a bien un effet de la perturbation sur les compositions plasmatiques des femelles. Bon, d'accord. Ici, vous avez justement la composition en acides aminés du plasma des femelles et du fluide utérin. Voilà encore une preuve qu'on a une perturbation de la composition des fluides dans lesquels se développe l'embryon par le régime maternel avec une réduction ici de la teneur en acides aminés, à certains acides aminés dans le fluide utérin. Mais ce qui est intéressant, c'est cette fois-ci de regarder le poids et l'évolution du poids à la naissance et après la naissance des petits qui sont issus de ces mères qui ont eu ce régime. Alors vous voyez les courbes de poids ici, chez les mâles, tout le monde a le même poids, que la mère ait mangé normalement low protein diet pendant toute la gestation ou seulement pendant la période jour 0, jour 3,5. Mais vous voyez que chez les femelles, vous avez, alors c'est un peu compliqué, vous avez à la naissance une augmentation du poids. On le voit ici, une augmentation du poids. C'est l'histogramme que vous avez ici, j'arrive pas à vous le pointer, mais voilà, ici, une augmentation
significative du poids des petites femelles à la naissance et que cette augmentation du poids, eh bien, la courbe de poids ensuite est toujours de façon significative placée au-dessus au fur et à mesure des semaines, vous voyez jusqu'à presque 30 semaines d'âge. Ces souris, ces petites femelles ont une courbe de poids plus élevée que les contrôles et que et même que les petites qui ont subi le régime low protein diet pendant toute la gestation. D'accord? Donc là, ce qu'il y a d'intéressant aussi, ils ont fait le même genre de manip qu'on fait très facilement chez l'animal, c'est-à-dire qu'ils ont transféré les embryons parce que vous altérez le régime pendant 3 jours et demi, mais pendant que tout ça se rétablisse, peut-être qu'on met 5-6 jours à retrouver un environnement normal. Donc là, ils ont fait le coup du transfert des blastocystes, comme je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que lorsqu'on a transféré les blastocystes et qu'on regarde ici les conceptus à jour 17 de gestation, donc c'est 21 jours chez la souris en tout, vous voyez qu'il y a aussi une augmentation du poids des conceptus, même lorsque l'on a remis le blastocyste dans un environnement normal. À nouveau, un exemple, vous avez perturbé l'embryon, ça a des effets sur cet embryon et ça n'est pas entièrement réversible par la remise dans un environnement normal. D'accord? Alors, ça a été, ils ont des tas de phénotypes des petits qu'ils étudient de façon systématique, comme je vous l'ai dit. Notamment, on a un phénotype d'augmentation de la tension artérielle, alors qui est obtenu aussi bien chez les petits low protein diet pendant toute la gestation que seulement ce qu'on appelle le régime embryo-LPD, c'est-à-dire les 3 jours et demi de réduction, avec une augmentation de la tension artérielle, une réduction du poids du cœur chez les petites femelles. Bon, ici, c'est des manips de physiologie pour essayer d'expliquer comment on arrive à l'augmentation de la tension artérielle, je ne vais pas détailler. Ils ont également des effets sur le comportement à l'âge adulte. Alors ça, c'est des études faites par des comportementalistes, donc chez la souris, pour voir si tester le comportement de la souris, il y a différents critères. Il y a le temps qu'elle passe au repos dans sa cage, et vous voyez que ce temps est restreint chez les embryons qui ont subi le régime embryo-LPD. Il y a au contraire l'agitation qui se mesure de deux façons différentes, le nombre de fois où la souris se met debout sur son arrière-train, si je puis dire, et le nombre de sauts qu'elle pratique. On a des effets sur le comportement à l'âge adulte. Ils ont décliné les analyses, ils ont pu montrer des altérations, par exemple au niveau du cortex cérébral et des altérations des capacités de mémorisation chez ces individus. Alors, pour en revenir à leurs embryons très précocement, qu'est-ce qu'ils voient dans le blastocyste, justement? Alors, je vous ai dit, dans ce blastocyste, il y a deux lignages. Il y a les cellules de la masse cellulaire interne et il y a les cellules du trophectoderme. Alors, une des façons de caractériser un blastocyste, c'est souvent de regarder comment les cellules, ce qu'on appelle l'allocation des cellules à chacun des lignages, c'est-à-dire la proportion de cellules qui sont masse cellulaire interne par rapport à celles qui sont trophectodermes. Bon. Ici, vous voyez qu'on a une augmentation de la proportion de cellules du trophectoderme ici et une augmentation aussi du nombre de cellules totales au stade blastocyste. Alors, c'est des augmentations très faibles, mais au stade blastocyste, chez la souris, il y a en tout une trentaine de cellules. Donc, ne vous laissez pas impressionner par le fait que les augmentations paraissent très faibles. L'important, c'est qu'elles soient significatives. Et alors, ils ont étudié notamment les propriétés d'une part de la masse cellulaire interne, d'autre part du trophectoderme. Pour le trophectoderme, donc, qui va être le tissu par lequel l'embryon va s'implanter, ils ont pu mettre en évidence une augmentation des propriétés invasives du trophectoderme. Alors ça, sur le blastocyste, ça se teste en laissant les blastocystes se coller à des boîtes de culture en plastique, et au bout de quelques jours, on peut mesurer la surface qu'occupent les cellules issues du blastocyste en question, voyez, et voyez qu'il y a une augmentation de cette surface lorsque on fait cette manip à partir de blastocystes issus de embryo LPD par rapport aux embryons contrôle. Et ça, c'est lié à une augmentation des propriétés invasives des cellules du trophectoderme. Vous voyez aussi ici des expériences qui se sont intéressées aux propriétés d'endocytose de ce trophectoderme, et vous voyez que les cellules du trophectoderme des embryons qui ont été en régime appauvri en protéines ont une activité d'endocytose beaucoup plus importante que les embryons contrôle ici. Et cette activité d'endocytose beaucoup plus importante, elle se retrouve au niveau du sac vitellin. Ici, ce sont des analyses en microscopie électronique qui ont été faites sur les cellules du sac vitellin. Et vous voyez qu'on a aussi, ici, en cas de
faible concentration en protéines dans le régime maternel, une augmentation de ces vésicules d'endocytose dans ce dérivé extra-embryonnaire dont le rôle est essentiellement nutritionnel pour le fœtus à ce stade-là. Voilà. Donc, on a réduit l'apport d'acides aminés dans le milieu et tout se passe comme si, alors là, il faut être très prudent dans la façon de dire les choses, mais tout se passe comme si, face à cet apport réduit, eh bien, le trophectoderme s'était adapté en accumulant, enfin en pompant davantage dans le milieu de façon plus active et vraisemblablement, cette adaptation n'est pas réversible lorsque le blastocyste est replacé dans un environnement normal. Ce qui pourrait expliquer notamment l'augmentation du poids à la naissance, peut-être par un apport nutritionnel qui finalement s'est avéré non adapté au retour à l'environnement normal. L'embryon a été capable de s'adapter pendant sa phase préimplantatoire, mais ça n'est pas nécessairement totalement réversible. Alors, dans le lignage embryonnaire, là, ils ont montré qu'il y avait d'autres adaptations moléculaires. Je ne vais pas avoir le temps de les détailler, mais d'autres types d'adaptations moléculaires. Donc, vous voyez que ce blastocyste qui n'a que deux types cellulaires distincts, la masse cellulaire interne et le trophectoderme, mais déjà ces deux types cellulaires, ils répondent différemment à des perturbations de l'environnement. Et ça, c'est assez intéressant. On en a d'autres exemples. On s'est amusé toujours avec nos histoires d'embryons de lapin, enfin amusé, c'est une façon de dire les choses, et d'environnement diabétique. On a ici une étudiante en thèse qui a regardé l'effet in vitro de l'augmentation de la concentration soit en glucose, soit en insuline, soit à la fois en glucose et en insuline dans le milieu de culture des embryons, et qui a regardé ça très finement, les effets sur le transcriptome, soit de la masse cellulaire interne, soit justement du trophectoderme des blastocystes. Vous voyez ici les gènes qu'elle voit dérégulés. Donc dans les deux compartiments, il y a des gènes impliqués dans la régulation du cycle cellulaire de façon très importante. Mais vous voyez par exemple qu'on a une augmentation de l'expression de gènes liés à l'apoptose dans le trophectoderme alors qu'on ne la voit pas dans la masse cellulaire interne, et que donc et ici une augmentation de gènes impliqués dans la traduction protéique qu'on voit dans la masse cellulaire interne et pas dans le trophectoderme. Vous avez ici, dans la même étude, vous voyez la différence ici, une diminution de la prolifération cellulaire dans la masse cellulaire interne en présence de fortes concentrations à glucose et une augmentation de l'apoptose pour la masse cellulaire interne, alors qu'on a les tendances inverses dans le trophectoderme avec une augmentation de la prolifération cellulaire et une diminution de l'apoptose. Donc déjà, ces deux compartiments ont bien leur réponse propre. Et puis finalement, le phénotype, il va résulter de l'ensemble et de l'adaptation de l'un et de l'autre. Alors quand on parle de modification d'environnement et qu'on voit que in vivo, simplement la réduction de moitié de la concentration, enfin de la teneur en protéines du régime maternel peut avoir de tels effets, une des modifications importantes de l'environnement de l'embryon préimplantatoire, vous me voyez venir compte tenu de vos thématiques de travail, c'est évidemment la procréation médicalement assistée et le passage des embryons dans des conditions de développement in vitro. Alors bien sûr, on apporte un soin tout particulier à la composition des milieux de culture et à la façon de manipuler ces embryons. Néanmoins, il n'est pas difficile de concevoir que l'environnement dans lequel on les place n'est pas tout à fait celui auquel ils ont l'habitude d'être confrontés. Donc, il y a des tas d'études en épidémiologiques chez l'homme pour s'assurer de l'innocuité des pratiques de procréation médicalement assistée. Alors, elles sont très compliquées à mener. Ce sont des études d'ordre épidémiologique. On a du mal à avoir des populations suffisamment importantes avec notamment un suivi à long terme, de toute évidence. Les enfants sont bien suivis dans les premières années, mais ensuite, c'est quand même un petit peu compliqué. À l'âge adulte, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'adultes qui viendraient consulter en disant « oui, je suis issu de procréation médicalement assistée, ce serait intéressant que vous mesuriez toutes mes… » Bon. C'est un peu délicat, donc il y a cette difficulté. Après, il y a la difficulté des populations contrôle, mais ça, c'est pareil, vous êtes plus habitués que moi à ça. Et puis, il y a l'immense difficulté de savoir faire la part des choses entre ce qui est potentiellement dû effectivement aux pratiques de procréation médicalement assistée et ce qui est dû à la subfertilité ou à l'infertilité du couple, parce que ce n'est pas non plus par hasard qu'ils se retrouvent là.
Alors on a un immense avantage quand on travaille sur l'animal, c'est que si l'animal est dans nos animaleries ou à l'INRA, si l'animal est en élevage, c'est par définition qu'il est fertile. Un animal d'élevage qui n'est pas fertile, vous irez voir le paysan, vous lui demanderez de le garder, vous allez voir, vous allez sortir un coup de fourche dans le derrière. Parce qu'on a toujours les produits animaux sont issus de la reproduction, tout produit alimentaire, que ce soit l'œuf, le lait, etc. Bon, donc les animaux auxquels on a accès sont des animaux fertiles. Donc déjà, on élimine ce problème. Pareil dans les animaleries, pour les animaleries de rongeurs. Et vous voyez qu'il y a de nombreuses années que les auteurs s'intéressent à l'effet des différentes étapes qui sont mises en jeu lors d'un protocole de procréation médicalement assistée, que ce soit la superovulation, la fécondation in vitro, la culture de l'embryon et même l'effet du transfert. Alors ici, sur des modèles de souris, je vous ai mis les références ici des différentes études. Vous voyez, par exemple, ici, une comparaison entre une reproduction naturelle et une reproduction ici par fécondation in vitro, culture et transfert de blastocystes chez la souris. Et vous voyez un effet sur le poids fœtal, une diminution du poids fœtal, le poids du placenta légèrement augmenté et donc le rapport fœto-placentaire qui se trouve ici diminué. Vous voyez également que dans la même étude, ici, les auteurs se sont intéressés à l'apparition d'éventuels défauts épigénétiques, notamment des défauts de méthylation des gènes soumis à empreinte parentale. Et vous voyez que, alors qu'ici on est sur des allèles qui doivent être déméthylés, eh bien on a des anomalies de la position de l'empreinte parentale avec un certain nombre d'allèles méthylés ici chez les individus issus de ces procédures de fécondation in vitro, culture et transfert de blastocystes. D'autres études ici, plus détaillées, vous pourrez aller voir les publications où les auteurs ont essayé de comparer et de montrer est-ce que c'est plutôt la superovulation ou est-ce que c'est plutôt la culture, etc. Retenez une chose, les effets finalement ont tendance à être cumulatifs. Hein, c'est difficile de dire, mais en tous les cas, on voit des effets sur la croissance des petits et sur la taille du placenta et son efficacité. On a aussi des effets sur des apparitions d'effets cardiovasculaires, hein, comme dans le low protein diet, c'est repéré également. Alors au laboratoire, on aime toujours notre petit lapin là, et on s'est intéressé, on s'est dit, je vous ai parlé de reprogrammation épigénétique intense et de déméthylation de l'ADN pendant la période préimplantatoire. Et donc, il y a un autre avantage à travailler sur l'animal, c'est qu'on a le témoin in vivo. Alors, le témoin in vivo, dans l'absolu, ça ne veut rien dire, parce que ça dépend ce qu'a mangé la mère. Mais au moins, on peut avoir nos mères en conditions standardisées en animalerie qui mangent toutes la même chose, et on a le témoin in vivo, chose que malheureusement, qu'on n'a pas dans les études épidémiologiques chez l'homme, c'est plus compliqué. Surtout pour regarder l'embryon. Alors, pour l'embryon ici, on s'est dit, on va essayer différentes conditions de culture. Alors, on a pris une condition de culture en milieu unique depuis le stade d'une cellule jusqu'au stade blastocyste, ou bien on a pris un milieu séquentiel. Vous savez, ces milieux de culture qui reposent sur la philosophie selon laquelle l'embryon, au cours de sa descente dans l'oviducte et l'utérus, ne rencontre pas les mêmes concentrations en nutriments et que donc, en faisant des séquences de milieux de composition différentes, on serait peut-être plus proche de ce que rencontre l'embryon développé in vivo. Et puis, évidemment, on a, nous, les témoins, donc nos embryons développés in vivo, et sur ces différents embryons, on s'est amusé à quantifier la méthylation de l'ADN. Donc, on s'attend, et c'est ce qu'on observe in vivo, donc notamment à partir du stade 4 cellules ici, on s'attend à, comme je vous l'ai dit en début de cours, à une décroissance du niveau de méthylation au cours de la période de clivage. D'accord? Vous vous souvenez de la grande courbe que je vous avais montrée de reprogrammation. Eh bien, on s'aperçoit que lorsque l'embryon est développé in vitro, que ce soit dans une condition ou dans l'autre ici, on ne trouve absolument pas cet effet de décroissance et que par ailleurs, on a une beaucoup plus grande variabilité des résultats de quantification, que ce soit entre cellules du même embryon ou entre embryons, que ce que l'on a ici dans l'embryon développé in vivo. Donc, les conditions de culture, ici in vitro, ont perturbé les processus, la cinétique de la déméthylation au début du développement. Et
on a réimplanté nos embryons une fois qu'ils étaient arrivés au stade blastocyste dans des femelles receveuses et on est allé étudier les tissus fétaux à jour 28 à nouveau. Et là, cette fois-ci, on s'est intéressé par des analyses moléculaires à l'analyse ce qu'on appelle du méthylome, soit des placentas, soit ici des cerveaux des petits fœtus, c'est-à-dire le méthylome, c'est l'ensemble des modifications de méthylation de l'ADN portant sur l'ensemble du génome. Et on a les techniques moléculaires qui permettent d'aller dire c'est telle cytosine à tel endroit qui est différentiellement méthylée, etc. Alors, on s'est intéressé, donc je vous avais dit, les variations épigénétiques, c'est lié au développement et à la différenciation. Vous voyez ici, on a tous nos échantillons qui sont issus de cerveaux de petits qui, quelles que soient les conditions d'obtention des petits, qui sont extrêmement différents dans ce clustering hiérarchique du méthylome des placentas. C'est normal, c'est juste parce qu'on a deux tissus différents qui ont subi des voies de différenciation différentes. Donc, évidemment, ils n'ont pas les mêmes épigénomes, pas les mêmes méthylomes. Mais par contre, on est capable de voir qu'on a un certain nombre de cytosines qui sont différentiellement méthylées dans les placentas, selon que les embryons ont été développés à l'origine, donc pendant 4 jours, dans du milieu global ou in vivo. Et ici, la différence entre ce qu'on observe en milieu séquentiel par rapport à l'in vivo. Donc, pareil pour les cerveaux. Et donc, à partir de ce genre de données, on peut se poser différentes questions. Et on a donc des différences de méthylation qui se retrouvent encore à jour 28. On peut se poser la question, est-ce que les différents milieux de culture ont impacté de la même façon ou de façon différente au sein de chaque tissu les cytosines et leur méthylation. Alors vous voyez ici que si on compare dans le placenta en fonction des milieux de culture, les cytosines que l'on trouve différentiellement méthylées, clairement la majorité sont composition du milieu de culture spécifique par rapport à ce qu'on a en commun dans le placenta et de la même façon dans le cerveau. Donc la composition des milieux est bien importante pour ces effets. Et par ailleurs, donc voilà, le nombre de DMC communes aux deux conditions de culture est inférieur au nombre de DMC propres à chaque condition. Donc la réponse des tissus dépend largement de la composition du milieu de culture, première chose. L'autre chose qu'on peut se poser comme question, puisque ici on a fait l'étude sur deux tissus, c'est est-ce qu'on trouve les mêmes différences dans les deux tissus? Et là, à nouveau, pour un milieu de culture donné, vous avez le résultat ici de la comparaison des cytosines qu'on a trouvées différentiellement méthylées entre le placenta et le cerveau, ici dans un milieu, ici dans l'autre. Et à nouveau, vous voyez que la réponse, elle est majoritairement propre à chaque tissu. Voilà. Donc, un milieu de culture donné a bien des effets différents sur le placenta d'une part, sur le cerveau ici. Alors là, pour le biologiste du développement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et la question qui se pose, c'est finalement la fenêtre d'exposition. C'est cette période. On a mis les embryons au stade d'une cellule et jusqu'au stade blastocyste dans chacun de ces deux milieux de culture. Et on voit qu'on a un impact différent sur le méthylome ici du tissu extra-embryonnaire ou d'un tissu fœtal. Alors, il se pose la question, est-ce qu'on a eu dès le départ, au niveau moléculaire, des impacts différents sur les précurseurs de la masse cellulaire interne d'une part et du trophectoderme d'autre part, puisque le trophectoderme va donner le placenta, la masse cellulaire interne, l'ensemble des tissus fœtaux, dont le cerveau qu'on a analysé. Donc, est-ce que l'impact a été différent sur ces précurseurs, ou bien est-ce que finalement l'impact a été le même, mais que c'est au cours de la phase de reméthylation ultérieure qu'il y a eu potentiellement des aptitudes différentes à corriger les effets de la culture? Et ça, évidemment, pour l'instant, on ne le sait pas. Ce qui serait idéal de faire, mais on n'a pas réussi à le faire pour l'instant, ce serait d'aller finement regarder si déjà ici, au niveau du méthylome, dans la masse cellulaire interne et dans le trophectoderme, on a déjà les différences que l'on a observées à jour 28 ou non. Donc voilà les questions qui se posent à l'heure actuelle pour ce genre d'études. Donc je conclus parce qu'il me reste 4 minutes précisément. Donc l'embryon dans son environnement. Donc qu'est-ce que nous disent tous ces exemples que je vous ai choisis là sur les modèles animaux, mais la littérature, enfin ça se multiplie. Donc il y a bien une sensibilité de l'embryon préimplantatoire, enfin de l'ovocyte bien sûr, et de l'embryon préimplantatoire aux variations de son environnement dans la période périconceptionnelle.
que je vous l'ai montré sur des exemples in vivo, je vous l'ai montré sur des exemples in vitro, avec des altérations phénotypiques qui sont parfois communes. Je vous ai dit par exemple les problèmes d'augmentation de tension artérielle, je vous l'ai montré pour le low protein diet in vivo, et je vous ai dit sur la diapo avec les études de Wall 2015 qu'on retrouvait aussi ces phénomènes après culture in vitro de l'embryon. Alors on peut se poser la question, cette sensibilité, ça peut être une opportunité pour l'embryon, parce que ça veut dire qu'au tout début de son développement, il a des capacités d'adaptation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être tout à fait favorable à l'embryon. Et on peut se poser la question pourquoi. Alors évidemment, ça, ce n'est qu'une hypothèse, mais on peut quand même penser que, notamment d'un point de vue épigénétique, comme je vous l'ai montré, on est dans une période extrêmement particulière de reprogrammation globale. Peut-être que l'embryon est particulièrement sensible à des effets épigénétiques parce qu'il est dans cette phase de reprogrammation. C'est possible, ça n'est qu'une hypothèse. Ensuite, bien entendu, ce que je vous ai montré étant à la période périconceptionnelle le concept de DOAD, d'origine développementale de la santé et des maladies, qui était quelque chose qui avait été découvert d'abord pour la période qui avait été découvert originellement principalement pour la période fœtale, où on savait que des expositions à des environnements perturbés pendant la vie fœtale avaient des effets à long terme. Eh bien, depuis 2008, on peut dire que ceci est vrai également pour la période périconceptionnelle, donc que cette période est également soumise à ces effets. On a des mécanismes diversifiés de réponse de l'ovocyte et de l'embryon à leur environnement. Les voies de signalisation peuvent être différentes et les mécanismes différents dans les deux lignages, la masse cellulaire interne et le trophectoderme. On induit des modifications épigénétiques qui vraisemblablement expliquent les effets à long terme et qui ne se limitent pas aux gènes soumis à empreinte parentale, même si ceux-là sont souvent les cibles des études. Mais vous avez vu, dans ce que je vous ai montré sur le lapin, le cerveau ou le foie, on n'a pas du tout ciblé nos analyses sur les gènes soumis à empreinte et on trouve bien des effets épigénétiques sur l'ensemble du génome. Alors, pour ce qui est de l'environnement in vitro, eh bien, évidemment, les modèles animaux montrent que la culture in vitro de l'embryon peut induire des effets à long terme, du même type que les altérations physiologiques suspectées par les études épidémiologiques chez l'homme, c'est-à-dire, j'insiste toujours, à l'heure actuelle, je pense pouvoir vraiment dire que tous les effets qui sont suspectés, je dis suspectés parce qu'ils sont tellement discutés à cause des méthodes, etc., statistiques, des problèmes de population témoin, tout ce qui est étudié, on va dire, chez l'homme sur les effets a pu être induit par l'application de procédures de type procréation médicalement assistée chez l'animal. Alors évidemment, parfois en poussant le phénomène et en mettant des milieux de culture qui sont vraiment pas optimaux, mais dans tous les cas, les phénomènes ont pu être induits. Donc voilà. Alors ces effets sont souvent cumulatifs entre l'effet de la superovulation, de la fécondation, de la culture de l'embryon. Alors il y a quelque chose d'important à prendre en considération, c'est le fait que les effets peuvent varier avec le génotype de l'embryon. Et donc ça peut peut-être aussi expliquer pourquoi lorsqu'on travaille chez la souris où tous les individus sont de génotypes identiques, on a une mise en évidence beaucoup plus facile de ces effets que dans une population de diversité génétique aussi importante que ce qu'on a chez l'homme. Ils mettent évidemment en jeu des altérations épigénétiques et voilà, le reste, les conséquences sont fonctionnelles des modifications du méthylome, sont très variables et pour la plupart toujours en cours d'étude, pas tout à fait connues. Alors, quelles sont les perspectives par rapport à ça? Eh bien, je vous ai montré que les effets pouvaient dépendre des conditions de culture et de la composition des milieux de culture. Donc, évidemment, il y a à travailler davantage pour mieux caractériser les fluides ovidutaux et utérins, pour mieux comprendre les interactions embryon-environnement. Dans l'attente, bien sûr qu'il y a une exigence totale à avoir sur l'information qu'on a concernant les milieux de culture de l'embryon. Mais avec une vraie difficulté, c'est comment valider qu'un milieu de culture est un bon milieu de culture. Vous l'avez compris, c'est certainement pas en se contentant de regarder le taux de blastocyste obtenu. Ça ne suffit pas, puisque c'est des phénomènes qui peuvent avoir des effets à beaucoup plus long terme. Et puis, dans l'attente d'avoir le milieu de culture optimal, c'est accentuer la vigilance sur les pratiques au laboratoire, éviter les modifications de température, de teneur en oxygène, etc. Tout ce qui peut être contrôlé dans l'état des connaissances actuelles. Et puis évidemment, je vous ai dit que les effets pouvaient varier selon le génotype de l'embryon, entre autres. Donc on a aussi une vraie question sur le choix des embryons à transférer. Alors ça, c'est une question
que nous, on peut traiter facilement, enfin relativement facilement, je ne vous dis pas que c'est facile, mais du moins sans avoir de problème éthique chez l'animal, mais c'est toutes les études qui sont faites pour essayer, dans une cohorte d'embryons obtenus, d'avoir des critères prédictifs de l'aptitude au développement ultérieur. Bon, en ce moment, nous, on travaille beaucoup sur tout ce qui est morphocinétique, comme ce qui se fait chez l'homme, mais ce n'est pas tout à fait pareil chez l'animal. Et voilà, c'est des façons dans les perspectives sur ces effets de l'environnement. Voilà. Là, je vous laisserai une diapo sur un récapitulatif des questions qui se posent chez l'homme. Et j'ai dépassé de 2 minutes mon temps de parole. Je prie l'orateur suivant de bien vouloir m'en excuser. Est-ce que, parce qu'on parle des liquides, est-ce que le liquide péritonéal, est-ce que vous le prenez en compte dans ces études animales, notamment l'endométriose avec un liquide on n'a pas de modèle d'endométriose. Oh, il y en a, mais ouais, vous ne travaillez pas dessus. Non, mais pas dans nos modèles. Ouais, on n'est pas très souris chez nous. C'est ça, pas chez le lapin. Voilà. Mais okay. Non, mais évidemment, tout serait à prendre en considération. Alors là, on a développé des ponctions sous microéchographie du fluide à la fois utérin et blastocélique pour le même conceptus au sein de la corne utérine de la lapine. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on peut étudier les fonctions entre guillemets, de barrière du trophectoderme face à la composition, aux variations de composition justement du fluide utérin. Mais bon, c'est le début. Hein. On pose une question et après on va avancer. J'ai une question par rapport à l'ovogénèse. Donc vous avez bien dit que les milieux de culture n'améliorent pas la qualité. Mais après, si la période préconceptionnelle doit être préparée, c'est-à-dire en combien de temps, et il y a des facteurs qu'on ne pourrait pas modifier du jour au lendemain. Si la patiente elle fume depuis des années, les effets néfastes ils sont déjà installés. Donc par rapport, oui, l'hémoglobine glycée quand elle est diabétique, oui. Réduire la consommation de tabac, mais après, ça va être compliqué. Oui, alors là, je crois qu'on est dans l'ordre de l'information aux jeunes femmes et aux jeunes gens, parce que je ne vous ai pas présenté la partie maternelle. On pourrait passer un tour aussi sur l'influence de l'environnement sur la qualité des gamètes paternelles et l'influence des régimes alimentaires, etc. Les mêmes équipes sont en train de développer maintenant ce qui se passe dans la voie paternelle. Mis à part l'information et la recommandation de mode de vie équilibré, parce que justement ça a une influence sur la qualité du gamète, c'est sûr que toute l'ovogénèse, pour l'instant, on est un peu tout de suite dans l'action. Ok, merci beaucoup pour ce cours.